Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast qui a pour mission de mettre en avant des héros ordinaires. Les personnes que vous allez entendre ont décidé de se battre chaque instant dans un quotidien bouleversé par une maladie, un accident, un handicap ou une épreuve qui a chamboulé leur vie. Je m'appelle Pauline, je suis sensible depuis toujours aux histoires et parcours de vie atypiques et j'ai décidé qu'il était temps de mettre à profit mon accent chantant pour faire ce que j'aime le plus au monde. Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour la saison 3 de Pépins, le podcast qui voit l'opportunité dans chaque difficulté. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu la chance de recevoir Charlotte Fairbank, une invitée de talent puisqu'elle est athlète paralympique de tennis en fauteuil. Lors de notre conversation, vous pourrez découvrir les particularités du tennis en fauteuil et des entraînements, en passant par la préparation physique mais aussi mentale pour se préparer aux plus grands tournois du monde tels que les Jeux paralympiques. Nous parlons aussi des sacrifices nécessaires lorsqu'on pratique un sport de haut niveau et du lien essentiel avec les sponsors, notamment avec son partenaire G7 avec qui Charlotte travaille main dans la main pour favoriser la mobilité des personnes en situation de handicap à Paris. Mais sans plus attendre, je vous laisse découvrir ma conversation avec Charlotte Fairbank. Bonne écoute. Bonjour Charlotte. Hello Pauline. Merci de m'accueillir chez toi et d'accepter de répondre à mes questions aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Alors si tu es d'accord, avant de commencer, j'aimerais te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Donc tu t'appelles Charlotte Fairbank. Oui. Tu es née en août 1991. Tu as grandi à Paris avec ton frère et ta sœur jumelle dans une famille anglaise. C'est ça. Déjà très sportive, tu es victime d'un accident à l'âge de 15 ans, à la suite duquel tu deviens paraplégique. Après une période de rééducation à l'hôpital de Garches à Paris, tu continues ta vie d'adolescente et d'adulte en étudiant notamment le droit anglais et italien, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et notamment dans le domaine de la santé qui te passionne. Puis en 2015, après des années difficiles à l'université, tu décides un peu par hasard de partir en Argentine pour faire du bénévolat. Oui. Mais une fois sur place, le projet ne se concrétise pas. Du coup, pour occuper ton temps libre, tu fais du tennis en fauteuil. Alors d'abord en loisir, 3 entraînements par semaine. Ouais, même moi. Au début, j'ai commencé avec une fois par semaine. Et après, tu finis par t'entraîner pratiquement tous les jours avec l'équipe nationale d'Argentine. C'est ça, je termine. Ouais. Et tout juste 1 an après, tu deviens professionnel et tu fais partie de l'équipe de France. C'est ça. Donc aujourd'hui, tu as 31 ans, tu es athlète de haut niveau en tennis fauteuil. Tu as fait les JO de Tokyo en 2021 et tu te prépares aux JO 2024 entre Paris, Londres et Barcelone. C'est ça. Est-ce que j'ai pas trop dit de bêtises et est-ce que tu veux compléter cette petite présentation ? Non, franchement, t'as tout dit et t'as pas fait de bêtises, c'est parfait, t'as tout dit correctement, donc c'est exactement ça. Ok, bon, avant de continuer, si tu veux bien, j'aimerais revenir sur tes débuts en tennis fauteuil. J'aimerais savoir pourquoi tu as choisi ce sport et pas un autre. Qu'est-ce que tu aimes dans ce sport ? Alors moi, j'ai toujours été fan de tennis. Depuis un très jeune âge, je regarde des matchs, même si je jouais pas beaucoup petite. J'allais toujours à Roland et j'adore le tennis. Après, j'ai beaucoup hésité entre le tennis fauteuil et le basket. Quand j'ai décidé de... J'ai aussi hésité avec la natation. La natation, j'en faisais beaucoup, puis j'en ai beaucoup fait suite à mon accident. J'ai commencé la paranatation parce que je faisais de la natation avant mon accident. Je faisais pas mal de compètes et donc je voulais... Bon, voilà, j'avais déjà fait de la natation, donc je me suis dit pourquoi pas essayer un sport en fauteuil. Et c'était un peu au hasard au final. J'ai essayé le tennis en fauteuil parce que ça m'intéressait et parce que je voulais essayer un sport en fauteuil. Et puis, dès mon premier entraînement, ça s'est très très bien passé. J'avais le sourire aux lèvres et je voulais qu'une chose, c'est d'y retourner sur le terrain. Et voilà, ça m'a poussée à m'entraîner un peu plus. Et plus je m'entraînais, plus j'aimais ça. Et voilà, c'est parti de là. J'imagine qu'il faut du matériel pour faire du tennis en fauteuil. Est-ce qu'au début, on peut s'en faire prêter ou de suite, il faut avoir son propre fauteuil ? Non, il y a pas mal. Moi, j'ai commencé le tennis en fauteuil. La première fois que j'ai joué, c'était en Angleterre. Et là, effectivement, il y avait du matériel qui prêtait. Donc, moi, dans le premier club où j'ai essayé, c'était un fauteuil qui me prêtait pour ma session de tennis fauteuil.
Et après 1 an à peu près, j'ai acheté mon propre fauteuil. Alors c'était un fauteuil multisport, c'est-à-dire que c'était pas vraiment dédié au tennis fauteuil. Et c'était pas un fauteuil sur mesure, disons. Mais normalement, tous les joueurs pros jouent avec un fauteuil qui est complètement fait sur mesure, fait pour ton handicap à toi. Et ça peut coûter très cher. Oui, j'imagine que c'est pas forcément remboursé, non? Non, c'est un sport, c'est un fauteuil de sport, donc c'est pas remboursé. On se l'achète avec l'aide de. Enfin, moi, je me suis acheté mon fauteuil avec l'aide de mes sponsors qui m'aident, mais ouais, ça peut varier entre 4 000 et 15 000, 20 000 euros, quoi. Enfin, c'est pas donné. Est-ce que par rapport au tennis classique, il y a déjà, est-ce que c'est la même raquette? Est-ce qu'il y a des adaptations des règles du terrain? Alors, il n'y a pas beaucoup de règles qui changent. Il n'y a qu'une seule règle qui change. C'est que nous, on a le droit à 2 rebonds, alors que le tennis valide, c'est qu'un seul rebond. Alors, on n'est pas obligé de la frapper au premier rebond, mais on a le choix. Sinon, les dimensions de terrain, la hauteur du filet, la raquette, enfin, tout est pareil que le tennis valide. Ouais. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur les catégories? Est-ce que par exemple tu joues avec des hommes? Est-ce que tu peux jouer en double, en simple? Ouais, alors c'est vrai que dans les sports paralympiques, il y a beaucoup de catégories. Nous, dans le tennis fauteuil, il y a la catégorie Open qui inclut des hommes et des femmes avec un handicap des membres inférieurs. Donc ça peut être vraiment une malformation à la naissance, une paraplégie au cours de sa vie, comme moi, ou une amputation. Enfin, il y a un peu de tout, mais voilà, ça n'affecte que les membres inférieurs. L'autre catégorie, c'est la catégorie quad, où les femmes et les hommes se jouent entre eux. Donc c'est une catégorie mixte. Et la catégorie quad, c'est pour des joueurs avec un handicap qui affecte les membres inférieurs et supérieurs. Donc pareil, ça peut être l'amputation des doigts, ça peut être une tétraplégie ou une paraplégie haute. Pareil, il y a un peu de tout, mais on n'a que 2 catégories. Et je pense pas qu'on va en faire plus. Ok. Et petite précision, on est d'accord que par exemple une personne amputée, en tous les cas sur le terrain, tout le monde doit être en fauteuil. C'est ça. Donc tout le monde, c'est une règle du tennis fauteuil, c'est que tout le monde doit avoir les fesses posées sur un fauteuil. Donc tout le monde a un fauteuil plus ou moins similaire, même si c'est complètement adapté à son propre handicap. Mais tout le monde doit être en fauteuil. Ouais. J'imagine que la technique en fauteuil est importante pour être bon, quoi, pour jouer. Est-ce que tu sens une différence avec toi, par exemple, qui utilise le fauteuil dans ton quotidien, et une personne qui, peut-être, une personne amputée, va utiliser plutôt sa prothèse et donc être moins dans un fauteuil au quotidien? J'imagine qu'il y a peut-être une différence au niveau technique et que ça peut jouer. C'est une bonne question, en effet. Si on est en fauteuil dans la vie de tous les jours, ça nous aide déjà parce qu'on a ce réflexe de se déplacer avec les mains, avec les bras, plutôt qu'avec les jambes. Et donc, sur le terrain, c'est vrai qu'on a tendance à être dans les mouvements, mais plus rapide dans les réflexes aussi. Et on a peut-être à ce niveau-là. Après, le désavantage, c'est que pour la récup, on est légèrement désavantagé parce que on peut pas avoir une récup normale, entre guillemets, comme chez les valides ou comme chez les personnes parce qu'on utilise constamment nos bras pour nous pousser. Donc moi, par exemple, je suis légèrement blessée en ce moment et c'est vrai que ça prend plus de temps parce que donc voilà, cette partie-là est un peu plus compliquée. Ah ouais, hyper intéressant. C'est des détails auxquels on ne pense pas forcément au premier abord. On va parler de ton jeu. Est-ce que, sans trop en dévoiler, est-ce que tu peux me dire quels sont tes points forts et peut-être tes axes d'amélioration? Ok, alors mon point fort, je dirais que c'est mon déplacement sur le terrain. Je suis assez... je pense que je suis assez rapide sur le terrain. Comparé à d'autres joueuses, et j'ai un jeu plutôt agressif, dont mon coup droit qui est pas du tout basé sur la défense, mais j'essaie de vraiment rentrer dans le terrain quand je peux, sans forcément aller au filet parce que je suis pas très forte à la volée, mais j'aime bien être agressif sur le terrain. Les points d'amélioration seraient
mon service, avoir une régularité, plus de régularité au service, même si je progresse bien à ce niveau-là. Mais surtout, je pense plutôt ma gestion d'émotions en match, ma gestion de stress, mon mental, de garder une attitude positive sur le terrain tout au long du match, parce que je commence souvent un match avec une attitude assez positive et puis je termine, si je joue mal, avec voilà, une attitude qui se termine plutôt négativement. Donc je dois vraiment me focaliser sur ça et essayer de garder voilà, la niaque qu'il faut avoir dans les matchs obligatoirement, parce que sinon c'est dur de jouer un bon match de tennis. Je ne suis pas une spécialiste du tennis, mais je sais que les matchs sont hyper longs. En tennis en fauteuil, ça peut durer des heures. C'est ça. Alors après, il peut y avoir des matchs assez courts aussi, mais normalement c'est entre 1 heure et 2h30 à peu près. Ouais. Et il n'y a pas de temps supplémentaire de prévu pour reprendre son souffle Non. Alors c'est vrai qu'au changement de côté, on a les mêmes temps que chez les valides. Entre les points, c'est vrai que peut-être on a un peu plus de temps parce que ça prend, je sais pas, de se déplacer en fauteuil, peut-être que ça prend un tout petit peu plus de temps, mais non, sinon toutes les règles sont les mêmes, donc on n'a pas plus de temps que chez les valides normalement. D'accord. Et avec le recul que tu as, quelles sont les qualités pour devenir joueuse de haut niveau ? Alors, il faut être très ambitieux, très déterminé. La détermination et garder cette motivation, parce que, en fait, avec tout sport de haut niveau, mais surtout avec un sport comme le tennis, qui est un sport individuel à la base, c'est un sport individuel, on fait pas mal de sacrifices. On est loin de la maison, il y a énormément de tournois à l'année. Donc on n'est pas souvent entouré de nos proches et de la famille et des amis. Et donc voilà, il faut avoir cette motivation, cette passion pour le sport que moi j'ai clairement une énorme passion pour le tennis. Et après, il faut être assez méticuleux en fait dans cette routine, dans la manière de faire. Là, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, mais je suis blessée. Et c'est vrai que de garder cette motivation et de garder cette routine pour essayer de performer au max et essayer de gérer cette blessure en regardant plus vers l'avant, en regardant d'un côté vraiment optimiste plus sur le long terme, voilà, pour essayer de pas garder cette pensée négative de la blessure en tête. C'est hyper important de plus regarder sur le long terme, de se dire ok, voilà, j'ai une blessure qui m'arrête en ce moment, mais voilà, ça va se guérir, mais voilà, je vais progresser dans le futur, mais je vais reprendre les tournois à fond. Il faut pas perdre espoir en fait, et je pense que dans tout sport de haut niveau, c'est parfois dur de le faire. Surtout justement, comme je disais tout à l'heure, on a pas mal de sacrifices à faire dès le départ. Et voilà, donc c'est important de garder ce regard-là sur le sport et de jamais baisser les bras en fait. Est-ce que tu as un moment marquant de ta carrière de joueuse que tu veux bien partager avec nous ? Un moment marquant, le premier moment marquant que j'avais, c'était ma première victoire. C'était à Florence en Italie. Et en fait, après mon accident, j'ai passé énormément de temps à Florence pour faire de la rééducation. Et donc d'avoir cette première victoire à Florence dans le tennis en fauteuil, c'était assez incroyable, c'était assez émouvant. Il y avait mes kinés et pas mal de patients qui sont venus me voir jouer. Et c'était beau, c'était une belle victoire. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ce moment-là. Après, un autre événement marquant, bien sûr, c'était les Jeux de Tokyo. Je pensais pas me qualifier sincèrement, et jusqu'à la dernière minute je savais pas si je me qualifiais ou pas. On m'a appelé 2-3 mois avant pour me le dire, et voilà, c'était tellement riche en émotions, c'était tellement un moment incroyable de vivre ces jeux. Après oui, c'était dommage que là, on était dans une période du Covid où il y avait pas mal de restrictions, mais c'était vraiment une expérience que je garderai à jamais dans ma tête, dans mes souvenirs, et c'était une bonne expérience pour justement préparer les Jeux 2024 aussi. Donc ouais, c'était magique, vraiment. Parfaite transition pour la question suivante. Justement, à ton avis, le fait d'avoir fait les JO de Tokyo, qu'est-ce que ça va t'apporter de plus
par rapport à d'autres qui débarquent au JO à Paris en 2024? Qu'est-ce que ça va t'apporter de plus? Disons qu'un grand événement comme ça, et les Jeux olympiques, paralympiques, c'est vraiment des événements internationaux, mais qui a tous les 4 ans. Donc c'est vraiment des événements très très importants dans le monde du sport. Et dans le monde tout court, hein. C'est tout le monde, il y a tellement de spectateurs qui regardent les Jeux. En fait, ça nous donne immédiatement une mini pression en plus. Et voilà, le fait de devoir gérer cette pression, c'est pas facile. Et donc le fait de l'avoir fait une fois, même si, comme je disais avant, là on n'était pas entouré du public, de notre famille, de nos proches, donc il y avait cette pression, mais en même temps il n'y avait pas le public qui était là dans le stade. Donc c'est vrai que comme on était seul, on se croyait légèrement dans un tournoi plus ou moins normal entre guillemets. Donc il y avait peut-être pas cette pression qu'il y aura aux Jeux 2024, mais voilà, ça m'a beaucoup appris. Le fait de jouer non pas à titre individuel, mais plus pour mon équipe cette fois-ci, parce que les Jeux, c'est quand même un tournoi individuel, mais au final je jouais pour la France. J'y allais pour mon pays, et donc il y a cette pression en plus qu'il n'y a pas dans les autres compètes, et donc je pense que moi ça m'a beaucoup apporté, et je pense que je suis prête pour les Jeux. Après ça va être très différent parce que les Jeux 2024, c'est les Jeux à la maison. Forcément il y aura ça, on part d'un extrême à l'autre où il y avait personne dans le stade. Et là, 2024, j'espère qu'il y aura tout le monde qui va venir me soutenir. Donc, oui, il y aura vraiment une pression en plus, mais j'ai beaucoup trop hâte. Et je pense que les Jeux vont être un moment vraiment particulier, unique, génial. Donc, à ce que tout le monde vienne nous soutenir, et ça va être vraiment génial. Alors, si tu veux bien, maintenant, j'aimerais parler de ta préparation physique et mentale, de tes entraînements. Déjà, on dit que le tennis est un sport individuel, mais en réalité, c'est toute une équipe qui t'accompagne au quotidien. Est-ce que tu peux nous dire de quel professionnel tu as besoin pour t'entraîner? Ouais, alors c'est très vrai, c'est vraiment un sport individuel, mais sans l'équipe qui m'accompagne, j'en serais pas. Écoute, normalement, donc, on a tous un entraîneur de tennis, un préparateur mental si on a besoin, mais souvent tous les sportifs. Et après, j'ai le staff médical, surtout en ce moment, donc kiné, médecin, et tout. Et puis après, on en parle beaucoup moins peut-être, mais la famille, les proches et les sponsors qui sont là, parce que financièrement, sinon, ce serait très, très, très dur de faire autant de tournois que je fais. Et justement, est-ce que tu peux nous décrire un peu une semaine type? Alors, en ce moment, tu es blessée, mais on va dire au plus haut de ton activité, une semaine type entre les tournois, les entraînements, puis en plus, tu t'entraînes partout en Europe. Alors une semaine type dans une préparation foncière, donc dans une période où on n'a pas forcément beaucoup de tournois, je ferais environ entre 3h30 et 4h de tennis par jour, plus environ 1h30 de prépa physique, et après j'enchaînerai avec en période où on a un peu plus de tournois, je baisserai le nombre d'heures de tennis, juste parce qu'on ne veut pas arriver fatigué en tournoi. Donc je ferai plus 2h30 de tennis et plus 1h30 de prépa physique. Parce qu'on fait énormément de tournois dans l'année. Moi j'en fais entre 20 et 25. Donc c'est vraiment, on part limite toutes les 2 semaines, 2-3 semaines. Donc on veut pas trop forcer niveau tennis, parce qu'on sait que parfois les matchs ça peut enchaîner. On peut jouer tous les jours, 2 matchs par jour pendant 5-6 jours d'affilée, et si c'est des longs matchs, c'est fatigant quoi. Donc après entre les tournois on essaie de pas trop pousser. Et là, ce que tu viens de décrire, c'est tous les jours, ou tu as un jour ou 2 de repos dans la semaine? C'est ça, tous les jours, non pas le dimanche, parce que vraiment le dimanche c'est repos, mais et samedi, alors je ferai soit tennis, soit prépa physique. J'alternerai. Je ferai pas les deux. D'accord. Le samedi, c'est un peu plus soft, quoi. Ouais, c'est ça.
Et quand tu parles des tournois, c'est dans le monde entier, en Europe? Alors, je reste un peu plus en Europe parce il y a énormément de tournois en Europe. Donc, nous, on a vraiment la chance d'avoir cette opportunité-là de ne pas devoir voyager très, très loin pour faire des tournois. Mais après, oui, les tournois sont partout dans le monde. Là, en octobre, je pense partir potentiellement en Corée. Enfin, là, il y avait l'US Open. Enfin, il y a vraiment des tournois un peu partout. Et le top 10, surtout, voyage vraiment partout dans le monde pour faire que les plus grands tournois. Mais non, c'est vraiment à quatre coins du monde. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, j'imagine que tu as une hygiène de vie bien particulière. Alors, sans rentrer trop dans les détails, mais est-ce que tu te couches hyper tôt? Est-ce que tu as une alimentation particulière? Alors, oui, alors le sommeil, c'est hyper important. J'essaie vraiment de dormir un minimum de 8 heures par nuit parce que c'est vrai que ça fait partie de la récupération au final. Donc vraiment, j'essaie de bien dormir. Après, en termes de nutrition, c'est vrai que moi, j'ai toujours fait assez attention. J'ai toujours mangé très sain. J'ai une maman qui a toujours très très bien cuisiné, et donc j'ai appris à bien manger déjà dès un très jeune âge. Et, et oui, du coup, je n'ai pas un suivi particulier nutritionnel, mais j'essaie de faire attention, j'essaie de pas boire beaucoup, j'essaie de faire peut-être plus attention juste avant, la semaine avant un tournoi. Voilà, j'essaie juste, j'ai aucun régime, mais je fais juste attention à ce que je mange, j'essaie de manger équilibré et potentiellement un tournoi de manger peut-être un peu plus si on, je sais pas, si on fait beaucoup de matchs, si je transpire un peu plus, je mangerai je mangerai ce qu'il faut pour m'alimenter correctement, etc. Et après en match, j'ai mes petites barres, etc. Enfin, c'est pas non plus je fais pas particulièrement attention voilà, à ce que je mange, mais c'est parce que je sais que je fais attention de manière générale, quoi. Et tout à l'heure, tu parlais de sacrifice. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi au quotidien? Sacrifice au quotidien, je pense que ce serait vraiment le fait de... Le tennis, c'est un sport bizarre où tout le monde pense que bah oui, on voyage énormément, on voit plein de pays, et du coup on voit plein de pays différents et c'est ouais, trop cool. Et en fait, c'est pas trop ça. On voit l'hôtel, l'aéroport, l'hôtel et les terrains du pays. Donc c'est pas, on n'a pas beaucoup de temps de voyager entre les tournois ou au moment. Là où on fait des tournois, je sais pas, là je prendrais peut-être quelques jours en Corée parce que je connais pas du tout l'Asie et j'ai envie de découvrir un peu plus leur culture. Mais ce que je veux dire, c'est que on prend pas le temps de vraiment visiter le pays et d'apprendre leur culture et leur manière de faire, etc. Et donc voilà, c'est pas facile non plus de partir autant. Comme je disais tout à l'heure, je pars environ toutes les 2-3 semaines et donc on bouge beaucoup, on est loin de la famille, des amis. Moi en plus, alors je me complique la vie parce que j'ai un entraîneur qui est basé à Barcelone. Mais je joue pour la France, donc toute la partie médicale, etc. est basée à Paris. J'avais acheté une maison avec mon frère et ma soeur à Londres, donc j'essaie de passer un peu de temps là-bas aussi. Donc c'est vrai que moi, ma vie, je la rends pas si simple. Mais après, j'adore ça, hein. Je ferais pas ça si je n'étais pas complètement passionnée par ce sport et j'adorais pas ça. Mais on n'a pas beaucoup de temps de se poser. Et c'est ça le plus grand sacrifice, je pense, c'est pas avoir une vie ultra stable, de pas avoir cette routine, une routine, on peut dire ça comme ça, mais parce que j'ai ma routine, mais en mon sens, quoi. Mais voilà, c'est peut-être ce côté-là qui est assez dur parfois, surtout si on passe par des phases de matchs, de tournois où on gagne pas beaucoup, il y a beaucoup on n'a pas beaucoup de victoires, il y a beaucoup de défaites, donc au niveau mental c'est assez dur, donc en plus d'enchaîner comme ça c'est peut-être pas facile. Mais bon, après je suis complètement, comme je disais, je suis complètement passionnée par ce sport et si j'aimais pas ça, j'arrêterais, quoi. Donc non, j'adore ça quand même. Oui, il n'y a personne qui te force. Non, voilà. Au niveau mental, justement, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'exercice qui pourrait nous aider à tous? Je prends mon cas personnel, par exemple, pour gérer un peu mieux le stress avant une interview ou des choses comme ça. Moi, je me dis souvent, j'essaie de vraiment essayer de tout mettre quand
quand je joue pas particulièrement bien dans un match, je me dis bon bah c'est pas la fin du monde. Je veux dire, je peux gagner en match en jouant mal, et d'ailleurs c'est un point fort. Si on arrive à vraiment gagner un match en jouant mal, c'est important de le faire parfois, et les meilleurs joueurs le font. Après, ce que j'essaie de faire, voilà, quand j'enchaîne pas mal de défaites, c'est vraiment de remettre, voilà, comme je disais, de remettre tout en perspective, et de me refocaliser, c'est-à-dire d'essayer de penser à des petits objectifs plutôt que sur le long terme, moyen terme. Vraiment de penser sur le court terme. Donc en match, ce serait qu'est-ce que je peux faire au service pour améliorer mon service. Mais voilà, sur le plus court moyen terme, ce serait penser à qu'est-ce que je peux améliorer au niveau mental pour progresser en match, mais sans particulièrement penser aux points, au classement, aux échéances à long terme. Donc les tournois qui vont arriver l'année prochaine, les Jeux de 2024. J'essaie d'oublier tout ça et de me focaliser vraiment sur des pour mon entraîneur, il le dit en espagnol, mais il me dit tout le temps, voilà, repense au ici et maintenant. Vraiment, refocalise-toi sur le maintenant. T'es ici, t'es en train de t'entraîner, t'es en entraînement ou t'es en match, mais pense pas à tout le reste. Et je pense que c'est important de faire ça assez régulièrement pour pas perdre de vue notre objectif, notre rêve qu'on a, et pourquoi on a commencé le tennis. C'est pas vraiment, on le fait pas pour aller chercher des points. On essaye de performer au max, oui, mais c'est en se concentrant sur le ici maintenant qu'on va essayer de justement performer au maximum et d'aller le plus loin possible. Et pour t'aider à faire ça, est-ce que tu fais du yoga ou de la méditation, ou c'est naturel chez toi, tu arrives à faire on-off? Non, c'est pas du tout naturel. J'y bosse énormément. J'ai un préparateur qui m'aide énormément avec ça. Non, c'est pas facile. Et oui, le yoga m'aide un petit peu, la méditation, j'ai essayé. Ça marche pas forcément pour moi. Alors je pense que je réessayerai plus peut-être dans le futur, mais non, voilà, c'est la préparation mentale qui m'aide. C'est la famille, les proches qui sont là derrière moi, qui me soutiennent à 100%. C'est les sponsors qui m'aident aussi énormément. Voilà, c'est tout, comme on en parlait avant, c'est vraiment l'équipe derrière moi qui est là à fond, qui m'aide énormément, et avec ça, et dans les moments voilà, un peu plus sombres, disons, et sans eux c'est sûr que j'y arriverais pas. Enfin, oui, c'est un sport individuel, mais il y a vraiment toute une équipe derrière nous qui nous soutiennent vraiment à fond. Et justement, par rapport aux sponsors, quand on veut faire de sa passion un métier dans le milieu du handisport, comment on finance les voyages, le matériel, les entraînements, les soins? Et est-ce que c'est difficile de trouver des sponsors? Et j'ai encore une question supplémentaire. Est-ce que tu te sens parfois discriminée par rapport au fait que tu es une femme, ou pas du tout? Alors en termes de discrimination, au contraire, je dirais, je pense le fait d'être une femme, c'est pas... Mais je pense qu'en vue des Jeux 2024, il y a... Et donc en aidant des athlètes olympiques, paralympiques, ils ont ce côté où ils prennent part dans les Jeux, et ils aident... oui, ils prennent partie indirectement dans les Jeux, en aidant, en sponsorisant financièrement ou autre une ou un athlète. Et oui, c'est pas facile de trouver, mais comme je disais, je pense que vraiment il y a énormément de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent aux Jeux, qui s'intéressent au sport de haut niveau, et moi j'ai pas mal de sponsors maintenant qui m'aident énormément, et on vise pas mal d'objectifs, de différents objectifs ensemble. Je m'associe, je crée des partenariats avec divers sponsors pour aider les personnes en situation de handicap en vue des Jeux 2024. Notamment G7 avec qui je me suis associée récemment. On essaye vraiment d'avoir cette mobilité pour tous en vue des Jeux. Et c'est hyper important d'avoir des bonnes connexions, des bonnes relations avec les sponsors, parce que je pense qu'on peut créer... je pense qu'il y a cette aide financière, oui, certes, mais je pense qu'ils nous aident beaucoup plus que ça. Et en dehors de l'aspect financier, c'est
déjà ils me soutiennent, comme ma famille, comme mes proches, ils sont là à me soutenir à 100% si si je passe une période un peu plus où j'enchaîne pas mal des fêtes et j'ai besoin de cette aide morale, mentale. Voilà, on s'aide, on s'entraide aussi différemment à changer le monde, par exemple du handicap, à changer le monde du sportif de haut niveau. Et donc c'est génial qu'ils soient là à mes côtés et vraiment je les remercie énormément. Justement, on va parler un petit peu de mobilité. Alors, j'ai remarqué récemment que dans les lieux publics, avant on employait le terme PMR, donc personne à mobilité réduite, et maintenant j'ai remarqué qu'on emploie plutôt le terme PSH, personne en situation de handicap. Donc moi j'ai fait ma petite réflexion, je me suis dit que personne à mobilité réduite, avec en ce moment les efforts qu'on veut faire sur la mobilité, c'était un peu péjoratif, et du coup on change le terme pour qu'il y ait du changement aussi dans la réalité. Et toi qui es souvent sur le terrain, est-ce que tu trouves qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau mobilité? Est-ce que c'est un problème pour toi? Et est-ce que tu as des astuces au quotidien pour faciliter tes déplacements? Oui, alors ouais, c'est vrai que c'est pas un problème, mais c'est vrai qu'il y a énormément de boulot à faire dans l'aspect de la mobilité en vue des Jeux 2024. Moi, je suis plus basée à Paris qu'autre part, mais c'est vrai que j'alterne entre 3 pays, comme on le disait tout à l'heure, et je vois par exemple, quand je compare Paris et Barcelone, Barcelone, par exemple, c'est vraiment beaucoup plus accessible pour les personnes en situation de handicap que Paris. Et oui, ça peut créer des vrais problèmes pour les personnes en situation de handicap qui ont un handicap peut-être un peu plus sévère. Et je pense que il y a du boulot à faire. Je pense que les choses sont en train de changer, certes. Paris devient une ville. Je pense que vraiment le gouvernement, l'État est vraiment en train de faire bouger les choses parce qu'ils sont obligés de rendre cette ville accessible. C'est peut-être aussi le regard que certaines personnes ont sur le handicap, sur la vision du handicap. Mais justement, c'est dont je parlais tout à l'heure. Enfin, je suis en train d'essayer avec les sponsors de promouvoir le handicap, de changer ce regard que les personnes ont sur le handicap et d'améliorer la mobilité à Paris, en région Île-de-France, pour les personnes en situation de handicap. En 1,6 million de personnes en situation d'handicap, dont je pense que c'est environ 60 000 personnes qui utilisent un fauteuil roulant. C'est énorme. Et donc, s'il n'y a pas cette mobilité pour tous, c'est vrai que ça a créé un déséquilibre, un désavantage énorme pour les personnes qui utilisent un fauteuil roulant. Et c'est pour ça que je m'associe par exemple à G7 qui, ensemble, on est en train de vraiment de faire changer la mobilité pour tous. G7, ils ont créé une espèce une plateforme pour les personnes en situation de handicap qui s'appelle G7 Access, où il y a des voitures avec des rampes rétractables, où il y a un service de demande de taxi complètement adapté pour les personnes en situation de handicap, parce que les transports en commun à Paris sont complètement inaccessibles. Et donc, on doit faire bouger les choses. Et là, par exemple, on est en train d'organiser des formations pour des chauffeurs des taxis. Pour les sensibiliser. Pour qu'ils apprennent, apprendre c'est un grand mot, mais voilà, pour qu'ils sachent comment gérer, entre guillemets, une personne en situation de handicap, pour savoir comment ils gèrent un fauteuil roulant, comment le plier, le déplier, etc. Mais pour rendre la vie plus facile aux personnes en situation de handicap. Et ça, c'est tout pour les Jeux 2024, mais c'est pour le long terme aussi, c'est pour beaucoup plus tard, c'est pour vraiment rendre une ville complètement accessible et pour avoir une mobilité pour tous. Parce que c'est vrai que c'est dommage d'avoir ce désavantage juste parce qu'on est en fauteuil. C'est pas normal. Après, notre fauteuil, c'est notre manière de vivre. Ça ne doit pas être un handicap. Ça devrait vraiment être un outil de déplacement, mais ça ne doit pas nous empêcher de vivre normalement. Et à Paris, en ce moment, comme je disais, les choses sont en train de bouger, mais en ce moment, c'est encore un désavantage. Et donc, si j'ai bien compris, G7 a fait vraiment une plateforme dédiée rien que pour les véhicules adaptés. C'est ça, vraiment avec
des rampes accessibles, enfin des voitures accessibles et des chauffeurs complètement formés. Est-ce qu'il y a au niveau financier, est-ce qu'il y a des aides de la ville de Paris ou de la région Île-de-France, par exemple, puisque vu que les transports en commun sont moins accessibles, les personnes qui sont obligées de prendre un taxi, ils paient, enfin, il n'y a pas de réduction ou de choses mises en place pour que ce soit un peu, les tarifs soient un peu similaires aux transports en commun finalement. Au final, il n'y a pas beaucoup d'aide de l'État. Alors oui, il y a des services de déplacement qui sont mis en place. Je pense à voilà, certains services qui sont mis en place pour des personnes en situation de handicap, mais c'est pas hyper clair pour les... Oui, il faut les commander à l'avance, c'est à tel ou tel endroit, enfin c'est pas hyper fluide et pratique. Voilà, ça nous rend pas la vie beaucoup plus facile. Donc au final, au lieu d'utiliser ces services-là qui sont plus spécifiques, étant donné qu'on doit les commander 5-6 jours à l'avance, voilà, en fait, c'est pas normal qu'on doit réserver un service d'assistance 5 jours à l'avance juste parce qu'on est en fauteuil. Donc en fait, au final, on ne l'utilise pas trop et donc c'est pour ça qu'on est vraiment en train de faciliter ce service G7 Access où la commande peut être complètement immédiate. Et on doit attendre 20 minutes pour avoir une voiture complètement accessible au lieu de le commander 48 heures à l'avance minimum. Donc, ouais, l'État, je pense que oui, potentiellement, dans les 2 prochaines années, ils vont organiser des services pour des personnes en situation de handicap où il y ait des réductions potentiellement, mais pour le moment, à ce que je sache, il n'y a pas grand-chose. Et tu as parlé de Barcelone, est-ce que, vu que tu as pas mal voyagé, est-ce qu'il y a des pays où tu as vraiment été surprise de l'accueil qu'ils réservent aux personnes en situation de handicap, et est-ce qu'au contraire, il y a des pays où ça a été hyper compliqué pour toi d'aller de l'aéroport à l'hôtel, au tournoi? Ouais, alors je pense que les voyages en général, enfin pour les personnes en situation de handicap et surtout pour les personnes utilisant un fauteuil roulant, c'est vraiment pas facile dans n'importe quel pays. Après, oui, comme je disais tout à l'heure, Barcelone, c'est vraiment une ville ultra accessible. Donc, d'un point de vue pratique, c'est accessible, mais d'un point de vue, comme je disais, le regard des gens envers les personnes en situation de handicap, moi je vois une différence entre l'Espagne et la France. Londres, c'est pareil, l'Angleterre, en fait, avec les Jeux 2012 qui ont vraiment fait bouger les choses, je pense que ça a été un moment clé, historique et unique dans la vision, dans la perception de l'handicap. Je pense que ça a vraiment fait bouger les choses dans la mentalité des gens. Et donc oui, je pense que c'est plus facile de voyager dans les pays comme ça où la perception de l'handicap est plus ouverte, disons. Après, oui, il y a plein de pays qui sont en Amérique du Sud, par exemple, c'est un peu plus compliqué d'un point de vue pratique de se déplacer en fauteuil. Mais voilà, les gens sont tellement bienveillants, ouverts, on oublie limite la partie pratique. Mais voyager en fauteuil, ouais, c'est compliqué. Moi, je pourrais écrire vraiment un livre sur ça parce que le nombre de fois où je me suis retrouvée complètement plantée sans fauteuil à l'aéroport, où j'ai dû attendre 1 heure dans l'avion après que tout le monde est désembarqué pour attendre mon fauteuil. Enfin, c'est pas normal. Et voilà, les choses doivent changer. Et c'est en train de changer. Je pense que tout le monde est en train de regarder vers le futur, vers l'avant et sont en train d'explorer voilà, les différentes avenues qu'on a pour faire bouger les choses progressivement, mais il y a encore du boulot à faire. Ouais. Et récemment, sur les réseaux sociaux, j'ai vu une dame qui a voyagé et qui prenait en photo son fauteuil qui était complètement détruit en soute. Toi, tu dois transporter 2 fauteuils, si j'ai bien compris. Il t'est jamais arrivé de galère de fauteuil, et si ça ne t'est jamais arrivé, comment tu fais pour protéger tes fauteuils? C'est un risque à chaque fois. En fait, c'est ça, c'est un risque à chaque fois qu'on voyage. On a peur de ça, on a peur de retrouver notre fauteuil qui est notre moyen de déplacement, littéralement. Enfin, on ne peut pas se déplacer sans fauteuil, donc on a besoin de ce fauteuil au quotidien. Ça fait partie de nous. Et donc, c'est un risque de voyager au final. Et oui, avec deux fauteuils, on double ce risque, forcément. Et oui, moi, ça m'est jamais arrivé de me retrouver avec mon fauteuil complètement pété,
Mais c'est vrai que j'essaie de faire attention. Avec mon fauteuil de ville, je le protège pas forcément, mais il est assez solide. Disons, avec mon fauteuil de sport qui est un peu plus délicat, je dois le protéger. Donc moi, je voyage avec une espèce de caisse qui le protège. Mais bon, c'est lourd, c'est pas hyper pratique quand on est en fauteuil. Donc ouais, c'est pas toujours facile de voyager avec ça. Mais je suis obligée parce que au final, sinon, il m'est déjà arrivé qu'on me perde cette caisse et j'ai pas pu faire le tournoi de la semaine suivante. Et c'est vrai que c'est compliqué. Mais si on arrive avec un fauteuil où les roues sont complètement cassées ou je sais pas n'importe quoi, le dossier est complètement déchiré, j'en sais rien. Bah on peut pas faire notre tournoi. Et donc oui, ça devient difficile. Mais nous, on est joueurs professionnels. On a besoin de notre tournoi enfin notre fauteuil de sport pour pouvoir faire notre tournoi, pour pouvoir jouer, pour performer. Et sans fauteuil là, c'est impossible quoi. Donc c'est vrai qu'on doit on doit vraiment faire attention à ça quand on voyage. On l'a bien compris, tu es une femme déterminée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des choses que tu t'empêches de faire ? Que je m'empêche de faire ? Ouais, parce que quand on t'écoute, on a l'impression que toutes les barrières ont sauté et qu'un jour tu t'es dit tout est possible, pas de limite. Mais il y a peut-être des choses, que ce soit dans la vie professionnelle, la vie privée, les loisirs, où tu te mets peut-être des barrières. Alors, franchement, c'est une très bonne question, mais non, je pense pas que je me mets de limites. Je pense que c'est important justement de ne pas pas se mettre de limites. Non, je me mets pas de limites, j'ai pas envie de ça. J'ai vraiment, moi, je me dis que mon mantra, c'est que tout est possible si on se donne les moyens, et je pense que c'est vrai. Si on se met pas de limites, on peut tout faire. Si on a la détermination, l'ambition, la motivation pour. Alors, il y a des choses, ça prendrait un peu plus de temps, mais j'aime pas me mettre de limites. Donc, je m'en mets pas, tout simplement. On arrive aux questions de la fin. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un film, une musique que tu as envie de nous conseiller ? Alors j'ai... Tu as le temps de la réflexion. Alors, il y aurait un livre, ça n'a rien à voir, que je conseillerais. C'est l'autobiographie de... Alors, c'est peut-être un peu surprenant de dire ça, parce que voilà, ça n'a vraiment rien à voir avec le sport, mais c'est l'autobiographie de Michelle Obama. Oui, j'ai déjà entendu. Il y a beaucoup de femmes qui conseillent ce livre. Je ne l'ai pas encore lu, mais Devenir, c'est ça ? Il s'appelle, je crois. C'est ça, ouais. Je l'ai lu l'année dernière et... Ouais, Becoming. Je connaissais que le nom en anglais. C'est un livre que j'ai lu l'année dernière qui m'a vraiment inspirée, si je peux dire ça. Enfin, elle est tellement incroyable, cette dame, et elle a fait tellement de choses. Elle est partie de rien, et c'est vraiment le mot juste d'utiliser. Elle est vraiment inspirante. Et donc voilà, je conseillerais ce livre que je pense que tout le monde doit lire, parce que moi, en tout cas, ça m'a vraiment donné ce petit boost de motivation, et ça m'a donné vraiment envie de continuer ce que je fais, même si parfois c'est dur, mais de garder cette énergie, cette passion, ouais, la persévérance. Donc voilà, je conseillerais ce livre-là. Bon, mais je pense que tu m'as décidé. J'en ai assez entendu parler, je vais m'y mettre. Tu l'as déjà dit, mais peut-être tu as une autre citation ou un mantra qui te motive au quotidien, à part tout est possible. Il y a peut-être autre chose. Pas forcément un mantra, mais je pense, comme on en parlait avant, ne pas se poser des limites, et d'essayer de voir les choses avec une mentalité positive. C'est vraiment ce que j'essaie de faire tout le temps. Je pense que quand on vit un accident comme le mien, qui est assez traumatique, qui nous change la vie à jamais, si on voit tout en noir, alors je dis ça, je le fais pas tout le temps, hein. Il y a des moments où forcément, il y a des moments où je vois les choses vraiment tout en noir, et je n'arrive pas à avoir ces pensées, ou sortir ces pensées négatives de ma tête, parce que forcément, il y a des moments où le sport de haut niveau, c'est dur, et d'avoir une vraie vie personnelle à côté, c'est compliqué aussi, et c'est pas facile à gérer, ça je le disais avant, mais j'essaie vraiment de garder cet esprit positif, optimiste, parce que je pense que c'est comme ça qu'on avance dans la vie.
Et je pense qu'en éliminant, comme je disais avant, ces barrières, ces limites, on réussit à tout faire et sans se soucier vraiment de quoi que ce soit. Alors c'est pas facile à faire tout le temps, mais je pense que j'essaye de le faire vraiment assez souvent et de remettre les choses en perspective, comme je disais avant, parce que c'est hyper important de se dire voilà, j'ai de la chance d'avoir la vie que j'ai, je vis de ma passion, j'ai un amour pour ce sport et c'est hyper important de garder ça en tête, je pense. Oui, puis j'imagine que tu as toujours en tête que, entre guillemets, athlète de haut niveau, il y a une fin, qui est assez jeune finalement, en principe. Donc peut-être que tu te dis, voilà, c'est des sacrifices, mais ça ne sera pas forcément toute ma vie. Et puis c'est pour aussi des énormes moments de bonheur aussi. Donc et de se dire que c'est une période de sa vie et pas toute ta vie ne va pas être comme aujourd'hui. À se déplacer à droite à gauche. C'est ça, et au final je le fais parce que je suis complètement passionnée par ça et je le ferai pas sinon. Et je pense que c'est juste de trouver cet équilibre. Oui, il y a quelques sacrifices à faire, mais dans la vie de tous les jours, tout le monde a des sacrifices. Et oui, j'ai un handicap, mais dans la vie de tous les jours aussi, je pense que tout le monde a un handicap, quel que soit, en fait, on perçoit la notion d'handicap, mais au final, je pense que tout le monde est né avec un handicap, pas forcément physique, mais ça peut être n'importe quoi. Et donc, je pense que c'est la notion de handicap, si on le voit positivement, si on regarde vers l'avant et si on se dit, non, cet handicap-là va pas me limiter dans la vie de tous les jours, et si je trouve cet équilibre entre faire des sacrifices dans la vie de tous les jours et je regarde aussi vers le long terme, et ce que ma vie ou ce que dans ma vie à moi, ce que ce sport peut m'apporter, au final on peut être heureux, on peut être positif tout le temps, et je pense que c'est hyper important de se remettre en question parfois, de prendre le recul sur la vie en général, pour avoir cet esprit-là. Ta vision des choses est hyper intéressante, et je suis tout à fait d'accord avec toi qu'on a tous des contraintes, qu'elles soient dans notre tête ou dans notre corps. Et finalement, on doit faire avec, quoi. Autant le faire du mieux possible. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais aborder ? Non, écoute, le seul... Je pense que le seul sujet que je voulais aborder, mais c'est même pas un sujet, c'est vraiment, je pense, l'importance d'être bien entouré. Ouais, c'est pas vraiment un sujet, mais moi, en tout cas, ça m'aide dans la vie de tous les jours, ça m'aide dans mon sport, et je pense que moi, j'ai une famille en or qui me soutiennent à fond. J'ai, comme je disais avant, mes sponsors, mes amis, et je pense que c'est hyper important, voilà, d'être bien entouré dans la vie de tous les jours pour pouvoir progresser. Et voilà, c'est pas un sujet, mais c'est juste quelque chose de très important pour moi. Et je pense qu'on doit en parler plus souvent, c'est parce que avoir un bon entourage à nos côtés, ça peut nous... Et parce que on en a parlé brièvement, mais c'est vrai que la prépa mentale dans le sport en général, dans le sport de haut niveau et surtout dans les sports individuels, c'est un point aussi important que les entraînements de tennis. Et c'est vrai que c'est hyper important d'avoir cet entourage-là, mais d'avoir un bon préparateur mental. C'est vraiment important de parler de la notion de préparation mentale et des difficultés qu'on peut avoir dans les sports, dans la vie de tous les jours et dans la gestion des émotions, par exemple sur le terrain, etc. Et je trouve ça hyper important d'en parler ouvertement. C'est quelque chose que tu avais mis peut-être de côté au début, la préparation mentale, ou dès le début, tu t'es dit j'ai besoin d'un coach Pas du tout, c'est vraiment quelque chose que j'ignorais, peut-être que c'est un mot assez fort, mais que je voulais pas forcément bosser, parce que je pensais initialement que... Ouais, c'est ça, mais vraiment j'avais cet esprit-là, et je pensais vraiment que j'en avais sincèrement pas besoin, ce qui est complètement faux. Et oui, même si tout va bien, même si tu n'as que des réussites, tu peux très bien te faire accompagner pour être encore meilleur, en fait. Il y a toujours des petites choses, des petites subtilités, parce qu'en fait, je ne suis pas athlète de haut niveau, mais j'entends souvent dire qu'à un tel niveau, parfois, la différence entre gagner ou perdre, elle est sur vraiment pas grand-chose, et elle peut être parfois qu'au mental, quoi. En plus, le tennis, qui est un sport où les matchs peuvent durer hyper longtemps,
j'imagine que c'est le premier qui craque, Ah quoi, non, c'est qui exactement perd ça. parfois, quoi. Dans le tennis valide, le top 100, ça se joue au mental. Pareil, dans le tennis en fauteuil, dans les top 40, 50, c'est plus trop la technique qui parle, mais c'est vraiment la tête, le mental. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi important que le physique et la partie tennistique. Et je pense que oui, on en parle plus souvent maintenant avec, je sais pas, Osaka par exemple, qui s'est vraiment ouvert sur ce sujet-là. Et il y a de plus en plus de monde qui en parle. Et je trouve ça vraiment très très intéressant. C'est hyper, enfin le cerveau en lui-même est un organe qui est tellement intéressant et il y a tellement de choses. Et voilà, je pense que c'est vraiment très important d'en parler avec le préparateur mental, avec notre entourage et tout simplement dans notre sport, quoi. Juste, c'est qui Osaka? Naomi Osaka, pardon, j'ai pas précisé, c'est une joueuse WTA qui a eu des soucis au niveau mental et qui s'est vraiment exprimée sur ça. Et vraiment, c'est une fille qui est inspirante parce qu'il n'y a pas beaucoup. Simone Biles aussi, c'est une gymnaste très connue aux États-Unis. Donc ça devient de plus en plus important et je pense que c'est vraiment important de l'exprimer. Ouais. De quoi es-tu le plus fière aujourd'hui? C'est une bonne question. Je pense que je suis fière de ma persévérance, de m'être collée d'avoir gardé ce projet en tête, d'avoir eu ce projet déjà en tête de changement de carrière. Je faisais du droit avant, j'étais juriste, je bossais dans un cabinet d'avocats. J'avais rien à voir avec le sport. J'ai toujours, comme je disais, j'ai toujours été très sportive, mais le sport de niveau, je connaissais pas du tout, vraiment. À part un petit peu de natation, voilà, quand j'étais jeune, mais c'était vraiment au niveau national, donc ça compte pas trop. Mais voilà, d'avoir ce changement, ce contraste de carrière aussi important, je pense que pas tout le monde peut le faire. Alors, je dis pas que voilà, je suis hyper unique dans ça, mais parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui le font, mais je pense que de garder cette persévérance et de garder la motivation de le faire, même dans les parties un peu plus négatives et dans les moments voilà un peu plus sombres où on se dit je vais jamais y arriver, je pars de si loin, etc. Je dis dans mon sport parce que vraiment je pars pas de loin, j'ai vraiment, comme je disais, j'ai une famille qui m'entoure énormément, donc c'est vraiment au point de vue sportif, je savais pas jouer au tennis clairement au début et donc je suis fière de ça, je suis fière d'avoir gardé le moral, je suis fière d'avoir gardé en moi l'esprit optimiste, l'esprit de persévérance, de motivation, que j'ai toujours cette passion en moi que j'ai pour ce sport et d'avoir pas perdu de vue mon rêve, cet objectif, ces échéances à long terme de Jeux paralympiques. Après, de ne pas être tombée dans la routine d'avocate, etc. Non, parce que je pense que j'espère avoir, de ce côté-là, avoir eu une belle carrière aussi, mais je pense que je pourrais reprendre cette vie d'avocate après, plus tard. Mais je suis contente d'être restée dans ce monde-là. Parce que oui, c'est d'avoir vraiment pas le eu monde que j'adore. peur de suivre tes rêves, en fait. Et peut-être de sortir un petit peu du cadre qu'on attend, parce que c'est quand même pas commun ton parcours. Et c'est vrai que ça demande quand même du courage de se dire, en fait, c'est mon rêve, je vais le faire. Enfin, en tout cas, je vais essayer, quoi. Ouais, c'est ça. De ne pas avoir baissé les bras quand peut-être. Donc c'est peut-être ça dont je suis fière au final. Mais il y a de quoi. Et qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir? Bon, j'ai un petit peu ma petite idée, mais... Écoute, que cette foutue blessure se règle déjà, premièrement, parce que ça fait longtemps que je traîne ça et je sature un peu. Mais non, à part ça, de performer à mon maximum aux Jeux de 2024, mais sans forcément penser aux résultats. Oui, bien sûr, si j'ai une médaille, ce serait juste incroyable et je rêve de ça, hein. Mais c'est de prendre plaisir sur le terrain, d'être heureuse sur le terrain et de faire mon mieux. C'est tout ce que je peux demander. Mais c'est tout ce que je te souhaite et je vais être peut-être pas la première parce que t'as ton entourage qui est là, mais la deuxième à te suivre de près.
Merci infiniment Charlotte pour ton temps et pour avoir répondu à toutes mes questions avec bienveillance. C'était vraiment avec grand plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Charlotte pour sa confiance et merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir les notes de l'épisode pour prendre contact avec Charlotte ou en savoir plus sur le tennis en fauteuil. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify ou tout simplement en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître Pépin Podcast. Merci et à très vite pour un prochain épisode. Et psst, si vous voulez en savoir plus sur les coulisses du podcast et partager vos impressions avec moi, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram Pépin Podcast.